savoir donc sur cette émission, Madame, Messieurs, Débat ouvert, votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque fois quand il s'agit des questions d'actualité, raison pour laquelle nous avons choisi pour vous comme invité ce soir le professeur Kalele Kabila, qui n'est plus à présenter. Il est l'un des cadres de la MOUCA et aussi analyste politique. Avec lui ce soir, nous allons parler de l'arrivée des reliques de Patrice Emery Lumumba sur le sol des saisons 7. Nous parlerons de l'acquittement de Vital Kamerhe par la cour d'appel de Kinshasa-Goumbé, la situation sécuritaire à l'est de la RDC qui demeure toujours précaire jusqu'à ce jour, l'envoi de forces régionales sur le sol congolais à l'est de la RDC, qui va jouer la médiation, qui va assurer la sécurité proprement dite du peuple congolais dans cette partie du pays. Nous parlerons également deux accords signés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que c'est un deal ou une auto-trahison, comme certains les disent déjà par rapport à ces accords? Voilà un peu le sujet que nous avons sélectionné pour vous. Et je dis bonjour professeur ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle chacun d'eux vont suivre cette émission. Je crois que nous, personnellement, nous sommes très heureux parce qu'il faut relire la lettre de Patrice Emery Lumumba, considérée comme le testament politique, la lettre qu'il adressera à sa femme Pauline. Il dit quelque part, l'Afrique écrira son histoire. Ce n'est pas l'histoire qui sera enseignée à Washington, à Bruxelles, à Paris ou à Londres, mais l'histoire qui sera enseignée au nord et au sud, à l'est et à l'ouest du Sahara. Ça, le retour de cette relique, c'est une interpellation pour tous les Africains qui ont combattu contre le colonialisme, tous les Africains qui sont morts à cause de leur combat contre le colonialisme. Nous sommes aussi particulièrement contents du trajet que cette relique est en train d'effectuer. Donc, après Bruxelles, on l'a mené dans la terre natale de Lumumba. Mais nous, on ne connaissait pas Lumumba comme Moutete là. Ça nous intéressait très peu, mais comme libérateur. Le combat pour la libération, il l'entamera à Kisangani. Je crois depuis hier, cette relique est à Kisangani, célébrée avec faste. Puis, après Kisangani, ça sera l'assassinat odieux à Lubumbashi. Lubumbashi, ce qu'il faut rappeler, il y a deux choses importantes. Quand Lumumba quitte ici le Bas-Congo en l'avion, il y a un blanc à côté de lui. C'est le blanc qui est en train de donner les ordres. Mais ceux qui le torturent, ce sont des Congolais qui lui crevent les yeux, qui lui arrachent la barbe et les cheveux avec des pinces et des fils de fer introduits dans un brasier. Dans l'avion, il est battu, il est torturé
par des frères congolais, dont les plus tristement célèbres, M. Kazadiwa Kabwe, qui est déjà mort. Je crois qu'il y a M. Munkamba qui doit encore être en vie et en train d'écrire ses mémoires. Ces gens-là savent ce qu'ils ont fait de Lumumba, contre Lumumba, sur instruction des Blancs. Au Katanga, bon, vous avez Munongo qui est mort et qui s'était fait surnommer Kifuakio. Kifuakio, c'est-à-dire Le balai. le balayeur des Kassayens. Avec le pauvre Tchombe, un commerçant, vendeur de farine, mais tous exécuter les ordres des Blancs au travers de la Société Générale de Belgique, mère de l'Union minière du Haut-Katanga. Donc, il y a les Blancs qui agissent, il y a les Noirs congolais qui exécutent, qui doivent maintenant, en tout cas avec leurs descendants, être confus avec ceux qui arrivent. Je pense qu'on ne va pas simplement s'arrêter au périple. Il faudra que, après ce périple, l'histoire politique de Lumumba, sa pensée soit enseignée de manière très sérieuse dans toutes nos écoles pour que son exemple nous inspire nos enfants, nos arrière-petits-enfants. Aujourd'hui, les assassins, ce sont les Blancs, comme tu l'as dit, mais les exécutants sont les Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, le rôle qu'a joué les Congolais à l'époque, ont-ils changé? Ou bien nous sommes restés toujours au stade statique? Non. Je pense que l'université de Kinshasa, au travers d'un centre de recherche, le CRIC, va organiser à partir de lundi, mardi, un séminaire. Je vous y invite comme journaliste. Il faut y aller parce que la réponse à votre question, vous l'aurez au cours de ce séminaire. Il y a l'indépendance du Congo qui est proclamée. Il y a une mutinerie, la première mutinerie des soldats congolais, la force publique. Il y a la réaction du général commandant de cette force publique, le général Yansens. Le général Yansens dira aux Congolais, ne vous en faites pas, car après l'indépendance, sera comme avant l'indépendance. Mais nous ajoutons, après l'indépendance, sera pire qu'avant l'indépendance. Parce que ce que les Belges ont fait contre les nationalistes congolais, les tortures qu'ils ont imposées, les injures, les tueries, les Congolais qui ont pris le pouvoir ou qu'on a mis au pouvoir après cette accession à l'indépendance se comporteront exactement, sinon pire, que les anciens colonisateurs. Ils vont aussi tuer,
imposer des systèmes dictatoriaux, misérabiliser leur propre peuple avec des salaires de misère, sinon des impayements. Donc la situation n'a pas changé. Vous voyez même que après l'indépendance, c'est tous les secteurs de la vie nationale qui sont en train de se détériorer de jour en jour, à tel point que ma grand-mère me demandait toujours: Kalele, tu viens de l'université, mais à quand la fin de l'indépendance? Parce qu'elle a vu que malgré la maltraitance des Blancs, les Noirs qui sont ici, les Mindele Ndombe, qui nous dirigent, sont pires que les Blancs. Mais est-ce que, professeur, il y a lieu aujourd'hui, par rapport à cette situation, à cette fin triste de Patrice Emery Lumumba, est-ce qu'aujourd'hui il y a lieu que nous puissions évoquer quand même l'aspect juridique par rapport à cette situation, bien à la manière dont Lumumba est mort? Est-ce qu'on peut aller vers la justice internationale? Oui, mais ce qui s'est fait là, c'est la justice. C'est d'abord une demande formulée par ses propres enfants auprès de la justice belge. Le Parlement belge s'en saisira. Et ceux qui vont garder la dent, c'est la justice belge. Ceux qui vont remettre cette dent, c'est la justice belge. Et le procès, bien que l'on dise que oublions le passé, ce passé-là ne s'oublie pas. On doit savoir qu'est-ce qui est arrivé, qu'a fait X, qu'a fait Y, pourquoi il l'a fait, comment éviter que cela se reproduise au Congo, en Égypte, au Burkina Faso, au Mali, parce que les gens ont continué à tuer et ils le tuent sur ordre des Blancs. Il faut également que cet épisode nous amène à analyser en profondeur le rôle joué par la CEDEAO quand il s'agit du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, le rôle joué par Al-Sisi contre les frères musulmans en Égypte. Pourquoi on les a tués et comment on les a tués, etc. Tout ça devra être élucidé pour éviter qu'il n'y ait pas d'autres Munongo, d'autres Tchombe, d'autres Munkamba, d'autres Kazadia Akabwe, d'autres X, Y. Je crois que ces chapitres de reliques, nous la clôturons. Nous passons à présent à cet acquittement, toujours de la justice, l'acquittement de Vital Kamerhe par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Dans le cadre du procès de 100 jours, professeur, quelle est aujourd'hui votre analyse objective par rapport à cet acquittement de Vital Kamerhe? Bon, je crois que pour l'individu, pour sa famille, pour ses amis, pour son parti, c'est une bonne chose d'être libéré après avoir été en prison
parce que moi-même, j'ai fait la prison, je sais ce que ça coûte. Kamere a été l'un de mes amis, papa de mes grands amis, en tout cas l'un des amis dont j'appréciais l'intelligence, l'esprit alerte. Mais nous sommes confondus en ce qui concerne le comportement de nos juristes. Ce sont les hommes de droit qui siègent en toge et qui nous disent que Kamere est coupable. Il a volé des centaines de millions d'argent. Plus de 50 millions. Ce sont et qu'il a agi en complicité avec un sujet libanais. Il est cité dans ce procès. On prononce le jugement. Il y a même un juge qui meurt au cours du procès, on nous dit qu'il a été empoisonné à travers son micro. Peu de temps après, les mêmes hommes de droit reviennent pour nous dire non, Kamere est acquitté, il est innocent. Comment il peut avoir été coupable, condamné, et puis blanchi du coup sans et aucune puis, oui, après on nous dit valable. non, vous ne pouvez lui reprocher de rien. Donc, par manque de preuves matérielles selon le juge. Oui, mais ceux qui l'ont jugé, qui ont brandi les preuves, c'est les mêmes juges, c'est les mêmes hommes de droit. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui doutent du sérieux de nos tribunaux, du sérieux chez nos avocats. Si aujourd'hui vous dites, parce que le procès était public, c'est tout le pays qui suivait, même en dehors du pays. Aujourd'hui, tous ceux qui ont suivi se disent, mais en somme, il y a quoi? Si vous dites, il est blanchi, il est innocent, il faut envisager de le dédommager. Tout à fait. Hein? Pour le préjudice matériel, pour le préjudice moral qu'il a subi, pour le déshonneur que vous lui avez infligé. Je pense, c'est ce que je peux dire pour le moment, je me résume, pour lui-même, pour sa famille, pour son parti, pour ses amis, proches ou lointains, c'est une bonne chose qu'il soit libéré. Mais pour le grand public à qui on a fait vivre ce jugement en grand spectacle avec pompe, on doute du sérieux du droit. Mais aujourd'hui, quand même, la population lambda se pose la question de savoir comment est-ce que le 50 millions tant cité, tant réclamé au niveau de la justice, au niveau de ce procès, comment est-ce qu'ils vont le récupérer? Bon, je ne sais pas si on va les récupérer, mais je crois, puisque nous venons de parler de Lumumba, il ne connaissait pas Kamere, il ne savait même pas que Kamere allait naître, mais il s'était déjà prononcé parlant de l'injustice du droit. Il dit dans sa lettre, même déjà dans son discours du 30 juin, nous avons connu que la justice ne traitait pas tout le monde de la même manière. Donc une justice elle était accommodante
pour les Blancs, cruelle et inhumaine pour les Noirs. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tantôt on vous condamne, mais il y a eu beaucoup de procès comme ça. Tel a volé de l'argent, on l'amène à Makala, et après il est libéré, etc. Est-ce que cet argent a été remboursé en ce qui concerne tous ceux qui ont volé depuis que nous vivons la gouvernance actuelle? Je crois que ça part au compte perte et profit. Perte et profit pour donc une perte pour la population congolaise. Hein, donc n'espérez plus à rien par rapport aux millions de dollars que vous avez perdus au travers le procès 100 jours que vous avez suivi dans le cadre de ce projet. Donc je crois qu'il y a encore à dire par rapport à ce sujet, professeur. Non, est-ce qu'on peut en tirer une leçon par rapport à ça? Non, je crois que il faut laisser d'abord les esprits se calmer. Il y a encore... Donc il y a certains qui disent que non, déjà c'est une libération politique, donc Kamere quitte la prison comme l'autre Premier ministre qu'on a vécu ici, de la prison vers la primature déjà. Oui, ça s'est dit. Ça se raconte que... Mais est-ce que c'est possible, professeur? Oui, dans ce pays, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Donc on peut voir aujourd'hui Kamere occuper le poste de Premier ministre avec le dialogue qui s'annonce déjà. Oui, il peut même aux prochaines élections, selon les accords qui ont été signés, se présenter comme candidat président de la République. Mais aujourd'hui, la situation sécuritaire à l'est de la RDC, professeur, demeure précaire. Après déjà la prise de la cité de Bunagana, aujourd'hui, cette cité est restée presque abandonnée. Les forces armées n'arrivent plus à prendre le dessus de cette cité. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de forces militaires extérieures, est-ce que ça peut résoudre les choses après cette rencontre de chefs d'État? Non, madame. Non, absolument non. Parce que notre conviction est que un pays se défend lui-même. Nous avons une armée payée par les contribuables congolais. Nous avons une armée qui a fait ses preuves pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons une armée qui a discipliné nos voisins ici, sous Mobutu. Nous avons une armée qui était parvenue à défaire les Rwandais, à libérer le Sud Kivu, à une armée avec les Bunzamabé qui arrivera jusqu'en face de Minova. Nous avons une armée qui va tailler en pièces le M23. Et cette armée, publiquement, la dernière fois, c'est à la fête de l'armée l'année passée, l'année passée, c'est le chef de l'armée qui dit « Nous sommes capables, avec les hommes dont nous disposons, de résoudre ce problème. Il nous manque simplement des moyens. Donnez-nous les moyens. » Mais nous verrons lorsque on va nous présenter le budget. Nous serons particulièrement attentifs dans le budget de l'armée. On n'a pas augmenté grand-chose. Les militaires, les policiers continuent à souffrir en ce qui concerne leur solde, leur logement, leur ravitaillement. Il y a même des détournements de leur argent, de leur solde. Bon, à ce moment-là,
vous laissez votre armée dépérir pour aller faire appel à des mercenaires. Et pourtant, ces mercenaires seront payés quand même par le budget de l'État. Ils seront payés par le budget de l'État. Ils vont découvrir les richesses fabuleuses de la République démocratique du Congo. Ayant goûté au miel, comme disait Mzee, ils ne seront pas pressés de rentrer chez eux. Ils auront avantage plutôt à voir se prolonger la guerre. Mais est-ce que, professeur, selon vous, cette guerre, la guerre à l'Est est voulue par les autorités congolaises de la manière dont nous voyons les choses s'exécuter? La guerre à l'Est, c'est une guerre pour l'argent. C'est des Occidentaux qui ont colonisé l'Afrique en pillant son cuivre, son cobalt, ses autres minerais, qui reviennent à charge après l'indépendance. Parce que vous voyez, à la colonisation, quelles sont les régions qui étaient les plus visées, convoitées? C'est le sud du Katanga, le Haut-Katanga industriel, à cause du cuivre, et le sud Kasaï, à cause du diamant. La sécession, elle aura lieu au sud Katanga. La sécession aura lieu au sud Kasaï. Et les Blancs diront à Lumumba, vous pouvez prendre tout le pays, vous le dirigez, mais le Katanga utile, le Kasaï utile, nous allons les garder. C'est un problème d'intérêt économique. Mais après qu'on ait découvert qu'à l'Est, au nord Kivu, dans l'Ituri, de manière particulière, il n'y a pas que des minerais. Vous avez aussi beaucoup de pétrole. On décide de vous faire la guerre dans cette partie du monde-là. Et on utilise aujourd'hui, pas directement les Blancs comme partie visible, mais les autres Noirs, les Rwandais, les Ougandais. Mais puisque les autres Noirs savent aussi qu'il y a beaucoup de minerais ici, ils en profitent. Chacun veut avoir sa part. Vous avez les Mbororo, vous avez les Zambiens qui s'installent là-bas, vous avez les Rwandais, les Burundais, les Kenyans, et tout le monde vient prendre sa part comme quand on se comporte quand on a tué un éléphant. Chacun vient prendre son morceau. Est-ce que c'est une manière pour la RDC de céder petit à petit ces parties des terres aux voisins, comme les différents accords obscurs que nous avons déplorés ici, à l'entrée d'ailleurs de l'AFDEL, qui avait cédé, en cédant quelques parties des notaires aux voisins? Est-ce que c'est toujours dans ce même cadre que l'actuel chef de l'État vient également acheminer ces accords pour céder deux parties des terres de la RDC à nos voisins? Madame, si vous prenez le cas de la Zambie, la Zambie contrôle une partie du Congo jusqu'aujourd'hui. Les militaires zambiens qui occupaient cette partie-là, malgré les démentis du gouvernement précédent, avec le porte-parole du gouvernement qui était un type de Caméré, je crois, votre chef là-bas. Il s'appelait encore comment? Ça va venir avec le temps. Ça va venir. Ce ministre de l'information-là, il nous
il nous disait que... Makélé? Oui, Jolino. Jolino Makélé. Oui, il disait que les militaires étaient déjà partis. Bon, il nous trompait. C'est jamais excusé. Mais ils sont là. Les Mbororo sont toujours là. Hein? Vous avez maintenant les accords que la Grande-Bretagne signe avec le Rwanda. Mais le Rwanda a des problèmes de terre. Mais il a d'abord du mal à contenir sa population, oui, et recevoir ses réfugiés. Il y a Anguille sous roche. Vous avez la partie de l'ouest ici, cédée par le Congo-Brazzaville au même Rwanda. Hein? Il y a là un quadrillement de la République démocratique du Congo par et les pays occidentaux et les voisins auxquels nous devrions faire très, très attention. Là, c'est le problème du politique, c'est le problème de l'armée pour assurer notre sécurité et la sécurité de nos biens. Le pays risque de nous échapper, tout au moins dans ses parties les plus juteuses. Mais le pays, comme vous venez de le dire, le pays risque de nous échapper par rapport à ces nouveaux accords encore que le chef de l'État vient de signer avec l'EAC, avec le Kenya. Moi, normalement, je ne devrais même plus parler de ces accords, madame, parce que pendant des années, j'ai dépensé mon argent à travers les médias. J'ai publié les différents accords officiels et secrets. J'ai mis l'accent sur le danger qu'il représentait le pays. Je croyais que, en alertant mes compatriotes, ils allaient prendre des précautions pour s'arrêter. Mais pendant un temps aussi, on m'a beaucoup injurié à cause de ces accords-là. À Calais, il est en train de raconter des histoires. Maintenant, l'histoire nous rattrape. Les accords existent. Vous reconnaissez... Professeur, nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques accords obscurs et quelques accords officiels pour terminer peut-être? Vous avez le méga accord officiel que tout le monde connaît. C'est l'accord du 23 mars 2009, signé entre le gouvernement congolais et le CNDP de Kunda Batware, qui reconnaît la nationalité congolaise à des Rwandais, à des Ougandais, qui reconnaît aux Rwandais, aux Ougandais et autres le droit de faire la politique au Congo. Et c'est cet accord qui va même nous amener au gouvernement 1+4, où vous aviez et les Congolais et les étrangers dans tous les secteurs. Vous avez l'accord avec le M23, qui est une reproduction de l'accord du 23 mars pour les Rwandais et Ougandais, qui estimaient que tout ce qu'ils avaient demandé ne leur avait pas été accordé et qu'ils les réclament qu'on finalise. Vous avez des accords signés à Pretoria où il est accepté que les Rwandais, les officiers rwandais occupent des postes de commande militaires stratégiques au Congo. Ça existe. Vous avez les accords de Rubavu et de Kigali,
signé, je crois en 2012, qui reconnaissent que nos frontières, les 9 frontières que nous avons, soient surveillées par les Rwandais et les Ougandais. Et qui donnent aussi aux Rwandais et aux Ougandais l'autorisation de sillonner sur le territoire congolais. Ces accords vont être complétés par des négociations ardues entre le gouvernement et l'organisation Santé du Dio du Vatican. Mais ce ne sont pas des choses cachées. Ça existe parce que certains ont même été dénoncés. Kamera a perdu son poste comme président de l'Assemblée nationale. À cause de quoi? C'est en dénonçant ces accords. Lui a dénoncé en disant l'Assemblée n'a pas été informée. Maintenant, vous avez quantité d'accords. Mais il y a aussi une Assemblée, c'est un Parlement, une Assemblée avec un Sénat. Qu'est-ce qu'ils disent ces accords? Qu'est-ce qu'ils disent? Que disent ces institutions? Est-ce qu'elles ont été prévenues? Ont-elles donné leur quitus? Ou bien ont-elles simplement accepté que le pays soit vendu de cette manière-là? Donc il y a beaucoup de gens qui doivent être interpellés pour nous éclairer. Nous avons fait notre travail comme scientifiques, nous continuons à le faire, nous avons alerté, on nous a injuriés, et puis l'histoire nous a donné raison. Il faudrait également qu'on nous présente des excuses, parce qu'on a même attaqué notre maison la nuit, on a détruit à cause de ces accords-là. En tout cas, professeur, il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup, hein, des soucis, des préoccupations, mais le temps nous fait défaut. Je crois qu'on va mettre un terme aujourd'hui, et puis je crois qu'on aura encore un autre numéro pour essayer un peu de continuer en long et en large. Il y a beaucoup de numéros à offrir. C'est notre histoire. Maintenant que le blanc est en train de se repentir, profitons-en pour dénoncer tous les maux qu'on nous a faits. D'accord. En tout cas, madame, messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Je rappelle ici que nous avons reçu sur ce plateau, dans le cadre de cette émission, le professeur Kalele Kabila, qui est analyste politique, scientifique, et aussi l'un des cadres de l'AMCA. Donc, je vous retrouve prochainement, madame, messieurs, avec le même plaisir. Au revoir.